Bonjour et bienvenue à la conférence Regard croisé sur le syndrome de Usher. Cette conférence vous est proposée par l'association Agir pour l'audition et l'Institut de la vision. Cette conférence grand public est organisée dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle le projet Light for Deaf. Et donc, comme indiqué sur la diapositive, c'est un projet de recherche hospitalo-universitaire. Il est coordonné par le professeur José Alain Sahel, directeur de l'Institut de la vision. Et donc, il rassemble... On va attendre que tout le monde s'installe. Donc, tout fonctionne ? Très bien. Donc, comme je le disais, le projet de recherche Light for Deaf rassemble une équipe multidisciplinaire d'experts. Donc, nous avons des scientifiques, des ophtalmologues, des ORL spécialistes à la fois de l'audition et du vestibule. Le vestibule, c'est la discipline qui s'intéresse à tout ce qui est trouble de l'équilibre. Nous avons aussi des experts en sciences cognitives et en sciences humaines. Au total, ce projet rassemble 17 partenaires publics et privés. Et c'est un effort commun afin de mieux comprendre ce qu'est le syndrome de Usher et de répondre de manière assez concertée aux besoins des patients, aux besoins des personnes souffrant d'une maladie de Usher. Et tout un ensemble de technologies et de traitements seront développés, testés dans le cadre de ce projet. Ce projet a la chance d'être soutenu par l'État au travers de l'Agence nationale de la recherche au titre de ce qu'on appelle le second programme d'investissement d'avenir. Les orateurs d'aujourd'hui sont les docteurs Isabelle Odo, qui est médecin-chercheur, ici présente, médecin-chercheur à l'Institut de la vision et au CHNO, 15-20, et le docteur Aziz El Amraoui, qui est directeur de recherche à l'Institut Pasteur dans le laboratoire du professeur Christine Petit. Avant de leur donner la parole, on ne peut pas très bien, mais je voulais vous indiquer tous les dispositifs d'accessibilité qui ont été mis en place pour cette conférence et vérifier avec vous que tout fonctionne avant qu'on démarre la conférence. Donc nous avons un dispositif de boucle magnétique. Donc les utilisateurs d'aide auditive, passez en mode T et dites-nous si vous pouvez juste me faire un signe. Est-ce que la boucle magnétique fonctionne bien? Parfait, merci beaucoup. Nous avons aussi donc des interprètes pour la traduction en langue des signes. Et nous proposons aussi une transcription simultanée sur l'écran de gauche et une transcription individuelle pour Annie. Tout fonctionne? En fait, c'est une transcription qui permet à Annie d'avoir une traduction en braille avec une plage spéciale braille qui est connectée à son ordinateur. Donc si tout fonctionne, je vous renouvelle mes remerciements. Merci d'être là à nouveau. Et je cède la parole à nos deux orateurs. Je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. C'est heure tardive. Donc merci aux organisateurs pour l'invitation. C'est un plaisir d'être associé à ma collègue Isabelle Odo pour faire cette conférence.
on s'est organisé avec Isabelle, donc comme je viens du monde de l'audition, donc il vient du monde de la vision. Donc aujourd'hui, c'est aussi un regard croisé entre la vision et l'audition. Et compte tenu du contenu de nos présentations, donc il va y avoir un échange. Donc je vais parler dans un premier temps, après ça sera Isabelle, après donc je reprendrai la main, etc. en fonction des sujets. Donc la première diapositive, donc c'est Marie-Josée a déjà bien expliqué. Donc aujourd'hui la conférence c'est le sujet du syndrome de Usher, double déficit sensoriel. Donc dans la classification, donc c'est la première cause de surdité cécité chez l'homme. Et en fait, elle est classée en 3 formes, en 3 types. Et la classification, elle est basée sur des caractères cliniques. En fait, on distingue la forme 1, 2, 3 en fonction de l'âge d'apparition des pertes auditives, le degré de sévérité de ces pertes aux troubles auditifs, la présence ou l'absence de problèmes d'équilibre, et aussi l'âge d'apparition de la rétinite pilontaire qui va entraîner une cécité. Donc Isabelle reviendra sur cet aspect un peu plus tard. Donc comme, du moins pour la forme de Usher de type 1, donc la surdité, c'est un des premiers symptômes qui apparaît, donc on va commencer par les aspects auditifs. Et avant de comprendre ce qui se passe ou pourquoi donc ça ne fonctionne pas, je vais revenir sur quelques diapositives pour expliquer comment ça marche. Vous avez ici donc une description des différentes structures de l'oreille qui interviennent dans le traitement de l'onde sonore. Le son, quand il arrive, il est collecté au niveau de l'oreille externe, transmis à l'oreille interne, qui est à l'intérieur ici, et au fait, qui est en réalité un double organe sensoriel, puisque notre oreille, elle traite des informations sonores, mais aussi des informations pour l'équilibration, donc pour les problèmes d'équilibre. C'est ce qui explique des fois que des problèmes de vertige et d'équilibre sont souvent associés à des pertes parfois sévères d'audition. Donc le son, quand il arrive au niveau de cette oreille interne, il va entraîner une série d'événements qui va aboutir au niveau de cet organe que vous voyez ici, sensoriel, plus particulièrement au niveau de ces cellules, qui vont être celles qui vont transformer les signaux sonores. Ce qui se passe, c'est que le son, en fait, il va entraîner un déplacement de l'ensemble de cet organe, comme vous pouvez le voir ici. Et ce déplacement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entraîner une déflexion, il va faire bouger cette structure qu'on appelle touffe ciliaire. Et la simple déflexion de cette structure, en fait, il va ouvrir un canal ionique qui va faire en sorte que des ions vont rentrer dans la cellule, et c'est ça qui crée le signal électrique qui sera envoyé au cerveau. Donc on va voir quel lien cela a avec le syndrome de Usher. Donc la première expérience, le premier symptôme, comme je disais, pour le syndrome de Usher, c'est les pertes auditives. Et donc c'est souvent la visite, du moins pour la forme 1, la visite chez le RL qui va déterminer la démarche à suivre. Sur cet audiogramme, donc, pour l'audiogramme, ce qu'on fait, c'est que pour chaque fréquence, donc des spectres sonores, on va déterminer à partir de quel seuil la personne est capable d'entendre la dite fréquence. Et l'oreille humaine est capable de détecter des fréquences allant de 20 à 20 000 Hz, mais la voix parlée, en fait, il n'utilise des fréquences que entre 125 Hz et 8000 Hz. Ce sont ces fréquences-là qui vont être, en fait, analysées par l'ORL pour savoir s'il y a oui ou non perte d'audition. Donc, après, il y a une classification en fonction du degré de la perte. Donc, vous avez ici l'audiogramme. Donc, il est orienté vers le bas. Plus le courbe est basse, plus malheureusement la perte est importante. Et ce qui différencie les formes de Usher, c'est la forme 1, donc c'est la forme la plus sévère, et en fait la surdité elle est congénitale profonde. Ça veut dire que la personne elle va perdre, elle va avoir un seuil d'audition au-delà des 90-100 décibels. Pour la forme 2 ou les formes 2, donc la surdité est modérée, la perte se situe autour de 70
60 jusqu'à 80 décibels. La forme 3, donc, on n'en parlera pas aujourd'hui, donc c'est une forme hybride entre les deux, donc c'est-à-dire que la surdité apparaît de manière tardive, il peut être sévère ou profond, et la rétinite pigmentaire, pareil, chez certains patients, il apparaît très très précocement, chez d'autres, il apparaît beaucoup plus tard. Une caractéristique des patients UGER 1, c'est que leur perte auditive est souvent, comme je le disais, congénitale et profonde. C'est-à-dire que la plupart ont une perte au-delà de 90 décibels, donc on ne peut pas les distinguer entre eux. Mais les causes de ces atteintes sont génétiquement multiples. Ce que vous voyez ici, en fait, ce syndrome, on dit qu'il est génétiquement hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gènes qui sont impliqués et chacun d'eux est capable d'entraîner la pathologie. En fait, au jour d'aujourd'hui, on dénombre au moins 15 gènes potentiels et on en a déjà identifié 10. Il y en a 6 pour la forme 1, 3 pour la forme 2 et 1 pour la forme 3. Donc la question en recherche, c'est que quand on a un défaut dans un gène qui entraîne une surdité, comment le défaut de ce gène explique la pathologie ou la survenue de la perte auditive. Ça veut dire, dans cette chaîne que vous voyez ici, depuis l'arrivée du sang jusqu'à l'arrivée du signal au niveau du cerveau, quelle est la structure qui est atteinte? Et au jour d'aujourd'hui, en clinique, il n'y a pas de critères cliniques ou paracliniques qui permettent de différencier l'atteinte s'il vient des cellules sensorielles ou s'il vient des cellules non sensorielles, s'il est neuronal ou pas neuronal, etc. Donc, pour pouvoir déterminer l'origine de la surdité, la démarche pour n'importe quel gène, il se situe au niveau de 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'identité même du gène. C'est-à-dire qu'à travers la séquence de ce gène, on peut déjà, par étude d'analyse bioinformatique, savoir si c'est un canal ionique, si c'est une protéine du cytosquelette, si c'est une protéine membranaire, etc. Le deuxième élément qui aide à comprendre le rôle de ce gène, c'est de savoir où il est exprimé dans l'oreille. À quel niveau, donc, ce gène est exprimé. Est-ce que c'est dans les cellules sensorielles ou est-ce que c'est ailleurs? Le troisième niveau qui est important, parce que ces deux premiers éléments permettent déjà d'avancer des hypothèses. Toute la difficulté, c'est de prouver que votre hypothèse est bonne. Et pour cela, vous avez besoin d'indications dans le contexte, qu'est-ce qui se passe dans le contexte pathologique. Et au jour d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès en termes d'imagerie au niveau de l'oreille, mais ça ne permet pas d'avancer ou de dire où se situe la lumière. Le plus souvent, pour avoir des informations plus claires et plus détaillées, il faut un modèle animal. Et aujourd'hui, il y a des technologies pour créer des modèles animaux chez presque toutes les espèces, mais l'espèce la plus couramment utilisée, c'est la souris. Donc l'avantage du modèle animal, c'est qu'il offre la possibilité de décrypter le processus pathologique en détail, suivre donc l'apparition des anomalies, où et quand. Et puis l'autre avantage, on y reviendra vers la fin, c'est qu'une fois que quand vous avez ce modèle animal, vous pouvez tester une approche thérapeutique, la valider, avant d'envisager le passage pour des essais cliniques. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'avantage de ces modèles au sport animal, c'est qu'on peut faire des tests non invasifs à l'image de ce qui se fait chez l'homme, mais on peut aller beaucoup plus en détail, regarder jusqu'à des structures infinitésimales, jusqu'à l'échelle microscopie électronique, pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe.